Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un superordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va mesurer à quel point les algorithmes et l'IA peuvent jouer contre l'intérêt général, contre la société. On reçoit un journaliste, essayiste, penseur, pour son dernier livre intitulé « Les algorithmes contre la société ». Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle, au sens large, et sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, et très certainement politiques. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile, que vous pouvez aussi retrouver sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Cette émission vous plaît? Merci de vous abonner, surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple, sur Spotify, un petit pouce. Bon, c'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car, comme vous le savez, ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Bon, on le dit souvent ici, depuis un petit moment maintenant, en plaisantant. C'est cool de manipuler les algorithmes. Mais plus je chemine dans mes dialogues sur l'IA, plus je me dis que ça devient pas cool, ça devient vital, en fait, de manipuler les algorithmes. Désormais, nous le savons, les algorithmes, l'IA, globalement, est partout. Elle s'immisce dans tous les interstices de nos vies pro, perso, de nos loisirs, de nos relations amicales, familiales, dans notre consommation. Notre invité du jour a particulièrement enquêté dans des champs d'action plus discrets, le champ social et scolaire. Ces révélations sont significatives du nouveau monde algorithmique qui nous entoure. Il a collationné méticuleusement les défaillances. Il était déjà venu nous voir pour nous parler de celle de la reconnaissance faciale. Il va nous parler des discriminations globales engendrées par un numérique sans limite, orienté profit et dont l'autoritarisme grandissant se fout de nos libertés publiques et de nos droits. Mais il a peut-être une voie de secours à nous proposer. Bonjour, Hubert Guillot. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans les studios de Cause Commune. Alors, il faut que je change un petit peu la caméra pour ceux qui nous regardent à l'image. Alors, parlez-moi d'IA, Hubert. Ça y est, c'est définitivement admis. Les idéaux hippies californiens du numérique n'étaient que des chimères. En tout cas, on le voit actuellement avec ce qui se passe aux États-Unis, avec le fameux DOGE, le gouvernement de l'efficacité d'Elon Musk. Et je pense que effectivement, les idéaux ou le rêve d'un Internet différent, solidaire et qui allait pouvoir changer le monde, comme ils disent, et se révèle en fait bien éloigné de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les mythes de la liberté, de la diffusion universelle des savoirs, du dialogue, du débat qui fait grandir l'humain. Puis en fait, on enlève le rideau et puis c'est les GAFAM US quoi, qui raflent toutes les données, qui fait tourner tout ça. Et enfin, il y a une espèce de cauchemar en fait aujourd'hui, non, quand on regarde tout ça de près. Oui, en grande partie, effectivement, un cauchemar. Le débat libre et ouvert, on se rend compte qu'il est beaucoup tributaire de formes d'amplification algorithmique qui le façonnent en fait et qui le déforment, voire le transforment. Et qui pose bien évidemment plein de problèmes entre les rêves des pionniers et les réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc vous dites que finalement ce numérique qu'on connaît aujourd'hui, on arrive un peu au bout et sa signification, son modèle, c'est l'interconnexion des données. Alors, le modèle, c'est pas que l'interconnexion des données, ça a déjà été en grande partie et ça continue d'être réalisé. Aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup et ce qu'on voit mal, c'est l'interconnexion des traitements, c'est-à-dire des modalités de calcul qui passent d'un endroit à un autre, d'une amplification à une invisibilisation à une autre. Et je pense qu'en fait, on rentre dans une dernière phase un petit peu ou une phase ultime du numérique dans laquelle on se rend compte en fait que les utilisateurs n'ont plus du tout la main et que des grands services se sont mis à l'utiliser pour nous, par devers nous et contre nous. Oui, ça c'est vraiment la thèse de votre nouveau livre. Oui.
donc les algorithmes contre la société, où effectivement vous décortiquez finalement comment on en est arrivé jusque-là. Et aujourd'hui, vous décrivez effectivement, en reprenant plein d'études sur le sujet, c'est un écrit d'Hubert Guillot, donc il y a plein de références. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est que dès qu'on vous lit dans des articles, dans vos newsletters, tout de suite, on a la référence à ce dont vous parlez. On peut aller plus loin. Il y a une certaine transparence finalement dans la réflexion et dans le partage de cette réflexion. Ça, c'est quand même très agréable par les temps qui courent, d'arriver à avoir plus large qu'une opinion et de voir que c'est étayé derrière. Aujourd'hui, vous dites que les plateformes, finalement, leur enjeu, c'est pas l'utilisateur. Les plateformes, aujourd'hui, leur enjeu et les algorithmes qui les font fonctionner, finalement, c'est leur propre intérêt à elles. Oui, c'est le profit, en fait. Je dis que on est arrivé à un stade, en fait, de cynisme assez avancé. Parce qu'elles n'ont été arrêtées par personne, en fait. Juste pour caractériser ce moment, si on reprend à peu près, donc on a eu donc le développement des premières plateformes, qui étaient des recommandations assez simples, et des systèmes de mise en relation avec les gens qui se sont peu à peu complexifiés. Mais on arrive surtout notamment avec les algorithmes d'abord, puis avec l'intelligence artificielle dès les années 2010 à peu près. Et en fait, on est arrivé à une sorte de summum où elles se rendent compte qu'elles peuvent faire à peu près n'importe quoi sans que ça ait de conséquences. Pour moi, la bascule, par exemple, peut être vraiment vue quand Mark Zuckerberg, livide, va au Sénat américain parce qu'il est accusé de 1000 mots sur sa plateforme, de Cambridge Analytica au massacre des Rohingyas, en fait. Et en fait, il s'excuse. Platement, mais il se passe pas grand-chose. Voilà. Et à ce moment-là, alors c'est pas le seul en fait, c'est pas que Meta, etc. On le voit sur d'autres plateformes, sur Google où les financiers ont pris le pouvoir sur les algorithmes. On le voit dans dans Amazon. De partout en fait, ils se sont sentis pousser des ailes et ils se sont mis en fait à valoriser d'abord et avant tout leur propre profit. C'est-à-dire que le but est devenu de faire des profits, c'est-à-dire de favoriser la publicité au détriment des utilisateurs. Et ils nous ont enfermés dans ce modèle-là. Voilà, totalement. On le voit aujourd'hui. Enfin, si vous êtes tous sur des réseaux sociaux XY, ce que vous voyez d'abord et avant tout, c'est de la pub, en fait. Vous n'êtes plus connecté aux gens avec qui vous vouliez échanger. Comme dit Cory Doctorow, nous sommes tombés dans l'ère de l'emmerdification. Et on y est vraiment pleinement. Et effectivement, il y a une forme de cynisme vraiment très très fort en fait qui s'est développé parce qu'elles n'ont été contraintes de rien vis-à-vis des utilisateurs. Et là-dedans, les algos sont partout finalement. Toutes les algos font fonctionner ce système. Complètement. Et vous dites, mais donc il y en a partout, c'est omniprésent, c'est omnipotent. Mais c'est complètement défaillant en fait. C'est-à-dire que en même temps, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que par rapport à la pléthore de tous ces moyens techniques, quand on regarde le résultat, c'est plutôt défaillant. En fait. Oui, le taux de kick publicitaire n'a pas progressé, voire il a même diminué depuis le lancement des premières bannières dans les années 90 en fait. Et donc, nous avons tout un appareil qui est mis en place pour nous servir de la publicité, des engagements défaillants, des propos qui ne veulent rien dire, mais qui est au service en fait de cela. Enfin, une petite image juste pour trouver un exemple supplémentaire. Enfin, Elon Musk qui a racheté Twitter, devenu X sous sa gouvernance, par exemple, quand on voit l'amplification de ses tweets. Il y a eu une image du Washington Post où on voit tous les tweets de Musk et à côté tous les tweets des représentants du Congrès américain, quel que soit leur parti en fait. Et Musk a une envergure mondiale, mais qui lui est donnée parce que en fait sa plateforme.
l'auto-amplifie d'une manière totalement délirante et défaillante. Et on est dans un même rapport qu'aujourd'hui, la financiarisation de ces grands acteurs, en fait, qui est absolument délirant. Enfin, les gens ne se rendent pas compte. On parle de 1000 milliards. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Mais c'est des centaines de milliers d'années d'un SMIC, en fait, dont on parle, en fait. C'est énorme, en fait. Et ça participe de leur façon de voir le monde, de voir leur service et leur pouvoir, finalement. Voilà, tout à fait. Ça renforce en tout cas leur pouvoir et une forme de délire dans lequel, en fait, on est vraiment. Et dans ce délire-là, en fait, encore une fois, au passage, on y perd beaucoup de données et on y laisse beaucoup de données, tous, autant qu'on est. Finalement, il y a une espèce de jeu où l'algorithme consomme et doit consommer de plus en plus de données pour être, entre guillemets, de plus en plus efficace. Et là encore une fois, vous montrez que non, c'est pas parce qu'on consomme beaucoup plus de données que l'algorithme devient plus efficace. Est-ce que vous avez des exemples Oui, alors deux choses. Sur les données, en fait, on se rend pas compte du vol qui est fait et de l'utilisation qui sont faites de nos données. Je vous invite, chers auditeurs, à aller vous connecter sur un site qui s'appelle VCU. .com. Donc c'est une petite plateforme toute simple où vous pouvez télécharger une photo et elle va vous faire montrer en fait comment cette photo est analysée par les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui via une appli que plein de services utilisent qui s'appelle Google Vision et elle va vous montrer en fait comment une simple de vos photos est analysée. Et en fait, c'est absolument effrayant parce que ça raconte n'importe quoi d'une photo que vous mettez. Il va essayer de vous caractériser selon votre âge, selon votre niveau de revenu et il va également caractériser selon votre profil des tas d'informations psychologiques. Très problématique. Moi, j'ai plutôt constaté que, par exemple, que dès que vous êtes une femme et que vous mettez une photo, on vous indique que vous avez des problèmes psychologiques, par exemple. Ah bon, d'accord. Les hommes sont tous, ou beaucoup, sont caractérisés comme impulsifs. Et en plus, ils vous associent à cela des mots-clés publicitaires qui vont influer derrière sur le traitement de ces images dans tous les systèmes où vous pouvez les utiliser. En fait, ce que ça montre, en fait, c'est la grande défaillance de ces systèmes. Ça produit absolument n'importe quoi, personne ne contrôle rien, et c'est censé s'appliquer pour tout le monde, et bienvenue dans ce nouveau monde. Alors malheureusement, c'est un peu les logiques qui peuvent être utilisées, notamment sur des services publics français sur lesquels vous avez enquêté, et notamment la CAF, avec son fameux scoring du contrôle de fraude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur ce que vous avez récolté comme information sur ce sujet ? Alors, ces informations, on les doit d'abord et avant tout à l'association Changer de Cap, qui enquête depuis 2020 sur les difficultés qu'éprouvent les utilisateurs face à ces systèmes, et également aux riches et formidables travaux de la Quadrature du Net. Merci encore à eux d'être là et de faire un travail que pas grand monde ne réalise. Et à plein de journalistes et de scientifiques qui y participent également. Alors, sur la CAF, comment le dire simplement ? La CAF, depuis quelque temps, a mis en place en fait des systèmes automatisés pour essayer de détecter ce qu'ils appellent ou ce qu'ils ont appelé la fraude sociale. En fait. Quand on regarde un peu précisément, on se rend compte en fait que ce qu'ils détectent, c'est pas vraiment la fraude sociale, c'est plutôt les indus, c'est-à-dire le fait que vous ayez payé trop. Ou que la CAF vous a trop payé à un moment et qu'en fait... Vous n'avez pas trop mis grand-chose. Vous avez laissé faire et du coup, c'est comme ça. Et puis... Et en fait, quand on regarde donc les calculs que fait la CAF, il y a eu une grande enquête du Monde étayée par les participations de ceux dont j'ai déjà parlé, qui montrent que cet algorithme de calcul de risque qu'utilise la CAF est foncièrement défaillant, c'est-à-dire que, par exemple, 2/3 des allocataires accusés de fraude par l'algorithme ne représentent moins de la moitié des bénéficiaires. Donc, en fait, on cible assez volontairement certains types de profils. Alors, il faut comprendre pourquoi. En fait, quand vous êtes à la CAF, pour les plus précaires,
vos revenus ne sont pas réguliers. Contrairement à vous, moi et plein de gens, on a des revenus très réguliers d'un mois sur l'autre. Donc en fait, si vous avez besoin d'aide de la CAF, ils sont aussi calculés d'une manière assez automatique et très régulièrement. Or, aujourd'hui, on a voulu faire passer les aides sociales dans une logique de rapport de plus en plus. On va faire un calcul au plus juste pour que les gens n'aient pas d'aide trop longtemps et que les aides soient le mieux formées possible vis-à-vis d'eux. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça marche très bien pour la plupart des gens. C'est ça, si on est mensualisé, ça marche. Voilà, si on a une logique mensuelle, ça marche. Voilà, à peu la près. plupart des gens qui ont des revenus assez réguliers, il n'y a pas de souci. Il y a un problème pour tous les gens qui n'ont pas des revenus réguliers. Et ils sont assez nombreux, en fait. Et ce sont des gens qui sont dans des difficultés, les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas des revenus réguliers, qui ont des revenus une semaine et puis pas pendant d'autres semaines, etc. Donc, en fait, dans ce calcul, le problème, en fait, c'est les temporalités qui sont déterminées. Or, en voulant faire un calcul de plus en plus précis, non pas précis, mais immédiat, très dans le temps réel, quoi. Ouais, très temps réel, en fait. Eh ben, on passe à côté forcément, où on génère en fait des défaillances. Les revenus, vous avez des revenus mensuels, ils tombent le 28, le 1 ou le 4, mais quand vous avez des revenus qui ne sont pas réguliers, eh ben, il va tomber le 28, l'autre il va tomber le 4, etc. Et en fait, il y a des correctifs parce qu'il y a des bouts de calcul, et d'où une grande génération des indus est due en fait à des formes de correctifs. Ce ne sont pas nécessairement des fraudes. Quand on regarde toutes les études, les fraudes à la CAF, c'est pas les usagers, c'est massivement en fait des organismes entre les médecins et autres. Enfin, c'est vraiment pas les usagers. Et en fait, on accuse plein d'usagers de fraude, mais ça a des conséquences très directes pour eux. On leur coupe des aides, on leur demande des sommes qui sont énormes par rapport à leurs revenus. Et voilà, donc on est rentré dans une logique où tous les calculs doivent être fluides, automatisés, et en fait, ça bug pour des tas de publics qui n'ont pas des revenus réguliers, qui sont en difficulté, et voilà. Ceux qui ont étudié ces questions-là mettaient en avant aussi le fait que si le bénéficiaire se connectait fréquemment à l'interface de la CAF, il devenait suspect. Oui, parce qu'en fait, ces systèmes d'analyse d'intelligence artificielle vont utiliser toutes les données de la CAF pour faire leurs calculs. Alors, on ne sait pas précisément tout ce qui est utilisé. La quadrature, Lighthouse Report, on peut regarder des parties de code ou des parties du système un peu anciennes, etc. Mais par exemple, ils ont mis à jour cette information que le fait que vous vous connectiez à la CAF était un facteur d'aggravation du risque, en fait. Vu que toutes les données sont prises en compte, celle-ci est une donnée parmi d'autres. Et en fait, quand on se rend compte, oui, les gens qui sont en difficulté se connectent plus souvent à leur espace CAF parce qu'ils veulent savoir quand est-ce que leurs sous vont tomber. Et donc, ça devient un facteur de risque. Donc, un bel exemple où l'algorithme, finalement, se retourne contre une logique qui était plutôt bienveillante, qui était plutôt de rechercher de l'aide sociale, qui était plutôt de mettre un peu d'harmonie finalement dans le social. L'algorithme se met à être contre cette logique-là et finalement, on peut même presque parler de harcèlement, non En tout cas, certaines associations parlent de maltraitance institutionnelle et de maltraitance sociale de certains organismes, effectivement, à l'encontre de certains publics. Et je pense qu'on en est là, effectivement. Bon, et puis toujours, pour continuer un petit peu dans les exemples, parce que c'est ceux que vous avez particulièrement creusés, on peut revenir quand même sur le cas Parcoursup, parce que ça, c'est un peu votre champ d'investigation, j'allais dire préféré, mais peut-être pas préféré, mais en tout cas que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous avez du coup pu retirer d'informations de cette analyse de Parcoursup finalement ? Parcoursup, en fait, ça nous aide. Pour moi, ça m'a aidé à comprendre en fait comment les calculs sont faits. En fait, sur Parcoursup, les élèves vont être distingués les uns des autres selon les notes, les moyennes qu'ils peuvent avoir. Alors, on pourrait développer les limites de ces moyennes et de ces notes, mais passons. Donc, chaque élève va avoir en fait une moyenne, et c'est cette moyenne qui va être utilisée pour faire le calcul. Le problème, c'est que quand on regarde en fait
Si vous regardez la majorité des élèves, ils ont tous à peu près... il y a les très bons en haut et il y a les moins bons en bas. Celui-là, il pose pas de problème quasiment. Voilà, ça c'est assez facile. Moi aussi, celui qui a 19 et celui qui a 9, je peux faire une différence. Il n'y a pas de souci. Pas besoin d'algorithme Voilà, pour ça, pas on est besoin. d'accord. Ouais. Alors la difficulté, c'est tous ceux qui sont absolument moyens et qui sont très nombreux en fait à avoir ces mêmes notes. Ceux qui ont 11 de moyenne générale ou 14 de moyenne générale sont extrêmement nombreux. Alors comment on les distingue ? Alors, pour les distinguer, donc, on voit bien que si vous et moi devions recruter un élève 25 élèves de 14 de moyenne, on n'a pas de moyen de les distinguer. Donc, on va essayer de préciser le calcul. Et là, c'est le premier biais implicite, en fait, de tous ces systèmes qui se mettent en place. Pour cela, donc, on va essayer d'utiliser, on ne prend pas, en fait, une moyenne à 14,1 ou 14,5, on va mettre une moyenne d'un Parcoursup à 3 chiffres derrière la virgule. Ah oui. Donc, la différence entre les élèves, et on essaie de les discriminer ou les distinguer le plus possible pour en fait pouvoir mieux les classer en fait. Oui. Donc ça va être celui qui a 14,056 par rapport à ceux qui ont 14,057. Et effectivement là c'est plus facile de classer les élèves parce que il y a pas de doublons ou il y en a moins en tout cas de doublons. Et voilà, et donc c'est ça en fait Parcoursup. Donc on classe ces élèves et on va choisir celui qui a 14,057 plutôt que celui qui a 14,56. Mais vous vous rendez compte, vous comme moi, que ça veut rien dire en fait, quoi. Oui. Ces élèves, il n'y a pas de différenciation scolaire entre eux, il n'y a pas de différenciation, il n'y a aucune raison en fait qu'il y en a un qui peut accéder à cette formation alors que l'autre n'y accédera pas. Et surtout que quand vous regardez les critères, ce sont donc souvent des critères académiques, et donc la différence, ça va être une note de sport alors que vous voulez faire mécanicien ou quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'on est sur une fragilité même en fait de l'essence des systèmes qui est un calcul où la précision remplace l'objectivité. Oui. Et du coup, ça provoque ce que vous disiez à peu près 40% de situations problématiques sur Parcoursup, ce qui est quand même énorme. Et encore une fois, qui montre que le dispositif est défaillant. Il ne fonctionne pas, 40% de situations problématiques. Alors, c'est pas ce que vous dirait le ministère. Le ministère, ils disent, grosso modo, il y a 15 000 élèves qui n'ont pas de place chaque année, à peu près, etc. Bon, quand on calcule un peu mieux, comme j'ai essayé de le faire, on se rend compte en fait qu'il y a plein d'élèves qui, d'une année sur l'autre, se remettent dans Parcoursup alors qu'ils ont eu une formation. Donc, c'est quand même une grosse part des échecs. Puis, il y a plein d'élèves qui sont mal calculés, décalculés, etc. Mon estimation un peu large, en tout cas, montre plutôt qu'on est plutôt autour effectivement, de 40% de déficience, d'inefficience dans Parcoursup, ce qui est un très mauvais résultat pour une plateforme de sélection scolaire. D'accord. On croise aussi dans votre livre des mots que je ne connaissais pas. Et alors j'espère que vous allez pouvoir me l'expliquer. J'espère aussi. Lumpem Scoretaria. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc Alors, le lumpen scoretaria, c'est une référence au lumpen prolétariat de Marx, donc les ouvriers de la plus basse classe sociale, qui étaient... Aujourd'hui, on pourrait parler des chauffeurs et des livreurs à vélo de Uber Eats ou de Uber et de toutes les autres plateformes. Voilà, c'est eux, le lumpen prolétariat d'aujourd'hui. Et le lumpen scoretaria, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure, en fait, ou les mêmes. Ce sont les gens de la CAF qui ont les femmes seules, qui sont surciblées par l'algorithme de la CAF, mais dont les enfants, parce qu'elles sont en difficulté, vont aussi être minorés dans les algorithmes de Parcoursup, etc., etc. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les gens qui sont mal calculés le sont assez souvent partout pour les mêmes difficultés parce qu'ils rentrent pas dans la norme, ils rentrent pas dans la moyenne des calculs en fait. Vous n'avez pas un salaire correct, vos enfants ne font pas des études normales, par exemple, ils sont en bac pro plutôt qu'en bac général, donc ils vont être un petit peu désavantagés, voire beaucoup désavantagés dans les bases de calcul, etc. Donc en fait, c'est Marion Fourcade, si je me trompe pas, qui a initié ce concept, et moi je le trouve vraiment extrêmement éclairant, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on regarde quand on regarde tous ces calculs. Il y a des gens qui sont mal calculés, et bien évidemment, ce sont toujours les mêmes, les plus vulnérables, ceux qui sont le plus en difficulté, et qui sont encore rendus plus en difficulté
parce que ces calculs s'abattent sur eux de multiples façons. Et des calculs qui sont des calculs liés à l'austérité qu'on essaye de faire peser finalement sur ces services sociaux, sur ces services publics. Et on essaye d'en tirer une efficacité la plus forte, Oui, mais qui est fausse en fait. Le problème, c'est quand on regarde, en fait, par exemple, chez Pôle Emploi, il y a eu un livre de sociologues sur la question, sur le contrôle du chômage, qui montre que on a beau surcontrôler en fait les chômeurs. Ça change pas grand-chose à leur sort, ça ne les aide pas à trouver du travail, et au contraire, ça les désavantage en fait. Et on est justement dans ces systèmes là-dessus. On va se mettre à surcontrôler des gens qui sont en difficulté financière sans que ça les aide. On limite leurs aides encore plus, et en fait, on les met dans la panade, quoi. Donc on joue encore une fois contre la société. Vous parlez en tout cas, contre une partie de la société. Oui. Et globalement, contre sa cohésion, finalement, et contre son équilibre. Et contre derrière des ressentiments, peut-être aussi, d'une certaine façon de ces personnes vis-à-vis de la société. Donc, tout ça, c'est un peu des conséquences en cascade. Vous parliez aussi, alors je ne connaissais pas, et puis c'est vrai que c'est assez fort, les plateformes qui aident à fixer les bons prix. et qui dans un secteur d'activité, l'immobilier, les matières premières, mais aussi maintenant tout ce qui est grande surface, vous aide à mieux fixer les prix. Parce que finalement, il n'y a plus un prix public, il y a un prix un peu à la tête du client, un peu par rapport à une géographie, par rapport à une situation. C'est fou, cette histoire. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si on en trouve encore beaucoup chez nous, parce qu'on a des modes de régulation qui sont plus développés qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, cette tendance, on la voit d'une manière assez forte aux États-Unis, et pas seulement. En fait, l'un des exemples assez parlants qui va parler à tout le monde, c'est vous avez l'appli McDonald's pour commander vos burgers. Donc, vous pouvez commander dessus. Et en fait, aux États-Unis, je précise, cette appli est dopée aux données que vous utilisez. Donc, c'est une appli comme toutes les autres que vous avez sur votre téléphone. À vos données à vous, quoi. Voilà. Donc, elle a plein de données sur ce que vous faites. Elle a des données venant des autres applis parce que, en fait, vous l'avez autorisé à regarder toutes les données. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le prix des burgers peut varier de quelques centimes, par exemple. Et notamment, par exemple, il peut varier lors des jours de paye. Il va pouvoir varier avec la météo, etc. Et vous n'allez pas vous en rendre compte, en fait. Vous payez sur votre appli, vous ne voyez pas si le burger il est à 3,41 ou à 3,42, en fait. Ça ne change pas grand-chose. Mais, en fait, aujourd'hui, avec l'utilisation des données et l'utilisation de ces systèmes, on peut faire varier, en fait, les prix sans qu'il y ait plus de prix public affiché, d'autant plus que vous utilisez votre smartphone tout seul. Juste pour commander et payer. Et est-ce que vous réalisez que le prix n'est pas toujours le même ? C'est un petit peu difficile, chacun n'y fera pas attention. Et c'est bien sûr encore plus le cas dans tous ces magasins en ligne qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on commence à constater en fait aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de prix qui sont déterminés en utilisant vos données personnelles pour les distinguer les uns des autres. Et en fait, le prix public que vous aviez avant dans les magasins, par exemple, il a tendance à disparaître en fait sur Internet. Est-ce que quand vous commandez quelque chose sur Internet, est-ce que vous voyez le même prix vous que votre voisin ou que votre compagne ou quoi que ce soit. Donc on n'en sait rien en fait, on ne le voit même pas nous en tant qu'utilisateurs. Et la conséquence, c'est juste une conséquence inflationniste globalement, puisque ça va tirer beaucoup plus le prix vers le haut pour essayer de récupérer le plus de profit sur le produit, quoi. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on a vu un petit peu avec la crise Covid, d'une certaine manière, même si on a accusé d'autres modalités. On le voit aujourd'hui beaucoup sur les logements aux États-Unis. On le voit par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui il y a une pénurie d'offres aux États-Unis. Donc tout le monde dit c'est la faute de la grippe aviaire, etc. Visiblement, les meilleures études disent non, en fait, il y a des gens qui cherchent à augmenter les prix. Il y a des ententes. Voilà, et il y a des ententes, il y a des possibilités en fait qui sont rendues possibles via les outils marketing dopés à l'IA que toutes ces entreprises utilisent contre nous. Le livre regorge de ces exemples.
Et heureusement, pas comme certains autres auteurs. Je vous parlais hors antenne de Kate Crawford dans son contre-atlas de l'intelligence artificielle qui a fait 400 pages pour nous dire à quel point l'intelligence artificielle était vraiment nauséabonde pour la société. Ouais, Mais qui c'est un très bon livre quand même. C'est un très très bon livre que vous nous avez fait découvrir, Hubert. Globalement, c'est aussi vous, grâce à vous, qu'on connaît ce livre, mais qui nous laisse un peu sans conclusion, quoi. C'est-à-dire que c'est soit on éteint soit on fait le bouton off, soit on fait rien d'autre en fait. Et donc là, vous nous faites quand même une conclusion avec des propositions de calculer autrement, de faire on peut utiliser l'IA, on peut utiliser les algorithmes, on peut essayer d'en faire quelque chose pour la société. Alors, quelles sont vos recommandations pour essayer d'améliorer un peu le système voilà, que ça puisse fonctionner quand même pour la société? Alors, il faut que je m'en souvienne parce qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a déjà calculé autrement. Oui. Je pense que c'est... Changer la logique. Voilà, changer les logiques à la chef, changer les logiques à Parcoursup. Par exemple, il y a des jeunes Américains qui ont toujours à peu près les mêmes problèmes que nous, qui proposent en fait, pourquoi est-ce que c'est calculé comme ça ? Pourquoi est-ce que les écoles, par exemple, ne prendraient pas les élèves selon les taux de candidature qu'ils ont ? Par exemple, s'il y a 25% de très bons élèves, elles doivent prendre 25% parmi ces très bons élèves. Et s'il y a 40% de mauvais élèves, elles doivent prendre aussi 40% de mauvais élèves, en fait, quoi. Et ça, voilà, ça, c'est un changement du paradigme de la méritocratie telle qu'on la connaît et qui ferait du bien à des tas de grandes écoles. Oui, alors Sciences Po a adapté ses algorithmes, par exemple, à Sciences Po Bordeaux, ils essayent de prendre plus d'élèves des quartiers difficiles, etc. Mais ils prennent quand même les meilleurs élèves des quartiers difficiles. Mais si Sciences Po est une si bonne école, pourquoi est-ce qu'elle ouvre pas ses portes à des moins bons élèves si ses méthodes d'éducation sont si bonnes ? Voilà, donc Okay. ça, alors, c'est une vraie proposition. Et vous pouvez la retrouver dans des tas d'endroits. On peut changer en fait les méthodes de calcul. Le problème, c'est qu'il y a très peu de contre-propositions en fait aujourd'hui, Ouais. parce qu'en fait, quand on a une méthode de calcul qui fonctionne, on la garde. Parcoursup est encore un bon exemple. Depuis 15 ans, on utilise grosso modo ou à peu près de APB à Parcoursup les mêmes techniques de sélection défaillantes. On ne l'a pas dit, mais aussi, pour pouvoir corriger, il faut pouvoir avoir accès aussi au code source. Il faut pouvoir être un peu plus transparent dans la manière dont c'est calculé. Et donc, du coup, ça peut être... La première recommandation, c'est d'ouvrir, mais c'est aussi d'ouvrir et de laisser un peu chacun pouvoir proposer des choses différentes. Pour moi, c'est pas... Alors, ouvrir le code, etc., ça ne discute ou ça ne parle qu'aux spécialistes, en fait. Pour moi, l'un des grands enjeux aujourd'hui de tous ces systèmes, c'est qu'il faut que... C'est pas pour nous sans nous. Oui. C'est-à-dire que il faut que les usagers soient dans les systèmes et qu'on ne fasse pas des choses contre eux sans eux. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'à la CAF, dans Parcoursup, encore une fois, très bon exemple, il n'y a pas d'élèves qui sont représentés nulle part, en fait, quoi. Donc, en fait, le système a été calculé, mis en place par le ministère. Mais où sont les élèves en difficulté ? Où est-ce qu'on peut contester les systèmes, etc. Je pense aujourd'hui que les grands systèmes qui ont un impact sur la vie des gens doivent avoir, appelez-les comme vous voulez, des jurys citoyens, des comités d'éthique, mais avec des usagers. Les usagers doivent être là. Ce sont eux qui font remonter les problèmes. Quand Changer de Cap fait son enquête sur les problèmes de la CAF, à qui elle pose la question ? Aux usagers. Ce sont eux qui font remonter les problèmes. La même chose quand le défenseur des droits regarde aujourd'hui la plateforme de dématérialisation des droits des étrangers. Quand elle s'intéresse aux problèmes, elle va voir les usagers et eux, ils font remonter les vraies difficultés. Mais du coup, vous n'avez pas forcément abordé les initiatives faites par les collectivités, par exemple, qui ont essayé de donner la parole aux citoyens sur la manière d'utiliser l'IA dans les services publics. Est-ce que ça vous paraît quand même être une piste intéressante ? Bien sûr. Dès qu'on génère du débat et de la discussion, et on en a besoin sur tous ces systèmes qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont compliqués, etc. Donc il y a besoin d'organiser et des formes de médiation et des formes de discussion. La difficulté, en fait, quand on regarde aujourd'hui toutes les formes de discussion qui sont faites, c'est qu'elles sont, par exemple, les collectivités, c'est super tout ce qu'elles font auprès des citoyens, mais ça n'impacte pas les systèmes. C'est-à-dire que les ingénieurs qui développent ces systèmes ne sont pas présents dans ces groupes de travail, en fait, quoi. Et donc, ça matche pas, en fait, quoi. Oui, je comprends.
Mais du coup, alors si on revient sur ce qu'on vient d'évoquer, sur l'open source, alors certes c'est un débat technique, c'est pour les techniciens, mais du coup c'est quand même important d'essayer de pousser le fait que ces dispositifs-là soient le plus ouverts possible, qu'on essaie de sensibiliser finalement les utilisateurs au fait qu'ils utilisent ces outils-là de manière ouverte et qu'ils puissent voir à la fois les données qui sont entrées, les algos qui sont utilisés. Bien sûr, bien sûr. Ah, je ne dis absolument pas que c'est négligeable. Au contraire, c'est essentiel. Aujourd'hui, la difficulté dans tout ce que je vous raconte, c'est qu'on ne voit rien, ni en tant qu'utilisateur, ni en tant que spécialiste, etc. Donc, c'est bien justement cette ouverture est préalable. Elle est nécessaire, elle est préalable, elle ne sera pas suffisante. C'est ça que j'affirme en fait. Et que l'ouverture en fait, sans la participation des gens. Oui, il faut qu'ils aient compris. Il faut non seulement qu'ils comprennent, mais qu'il faut qu'ils puissent agir. Dedans. Et toujours dans l'action. Je vous fais mes éléments d'étonnement, hein, parce que encore une fois, cette conclusion, je l'attendais. Hein. Quand on lit tout le livre, on se dit on est d'accord avec tout, il n'y a pas de problème, mais on attend quand même un tout petit peu une lueur d'espoir en se disant mais comment on va pouvoir faire pour finalement faire en sorte que ces dispositifs techniques qui ont des apports quand même sociétaux. On le sait, dans la santé, il y a aussi des endroits où il y a de l'apport quand même, malgré tout, Hubert. Mais on attend en fait, voilà, le moment où ça va pouvoir être dit. Je me suis dit, mais pourquoi finalement on ferait pas aussi un peu de la guérilla aux algorithmes, c'est-à-dire effectivement qu'on les manipule ces algorithmes, qu'on ait des logiques. Alors peut-être que c'est encore une fois c'est pas assez systématique, ça n'a pas assez de portance. Mais on pourrait imaginer quand même sur les réseaux sociaux, sur les logiques de plateforme, on pourrait imaginer des mouvements où on essaie de tordre un petit peu le bras aux algorithmes parce qu'on comprend comment ils fonctionnent, non ? Qu'est-ce que vous en pensez à ça ? Je pense qu'on comprend pas très bien. Et en fait, justement, pour moi, en fait, cette idée de guérilla, elle est en fait impossible. On ne maîtrise plus rien, en fait. Sur X, par exemple, l'amplification qui est en cours, vous avez beau essayer de vous battre, vous ne pouvez rien faire. En fait. Ouais. En tant qu'utilisateur individualisé, encore moins, même dans un système de paiement sur une plateforme en ligne, vous n'avez accès à rien, vous ne comprenez même pas en fait ce qui vous est adressé, comment. Alors on essaye de faire semblant, on essaye de comprendre la plupart du temps, mais on passe à côté de ce qu'il fait, d'autant plus que ces systèmes se transforment sans arrêt. Ils s'améliorent en continu, ils sont tout le temps et tout le temps remis à jour, etc. Pour moi, la guérilla, c'est vraiment je pense qu'aujourd'hui, c'est une fausse réponse à un vrai problème. La vraie réponse, c'est de la régulation, c'est faire entrer les utilisateurs de partout où ils sont impactés, et c'est de l'ouverture et de la transparence, voilà, et des alternatives. Bon, j'aurais tenté, mais je suis assez d'accord avec vous. Il y a un moment donné où il y a la régulation elle doit être la plus forte sur ces sujets-là. Et donc, en fait, il faut tout simplement, vous le dites dans le livre en conclusion, des règles plus strictes. Et des règles plus strictes, notamment dans la protection des données et dans finalement un droit qui n'existe pas vraiment, c'est la protection au calcul, la protection des calculs, des personnes vis-à-vis des calculs. Comment on met ça en place ? Alors, c'est le défi de ces prochaines années. C'est ça. Non, je pense qu'il y a des tas de modalités qui doivent être possibles ou sur lesquelles nous devons réfléchir collectivement. Moi, je suis pas là pour dire ouais, c'est comme si, c'est comme ça. En fait, j'essaye d'appliquer ce que je défends. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde à plusieurs et qu'on regarde ensemble, en fait, en tant que société, sur ce qu'on veut. Mais il y a des tas de formes en fait de calcul qu'on doit et qu'on peut limiter, et on doit trouver les modalités pour faire ensemble. Et oui, je défends vraiment, je pense qu'on a eu le règlement général de la protection des données qui a aussi beaucoup de lacunes, parce qu'on voit bien en fait que c'est d'abord un règlement général de circulation des données avant d'être un règlement de protection. Alors même s'il nous protège un peu plus, et nous sommes parmi les plus protégés au monde par rapport aux Américains ou à d'autres pays, reste que malgré tout, des tas de données sont disponibles. Et surtout, en fait, on n'a pas beaucoup aujourd'hui de moyens d'action sur les traitements qui sont faits par devers nous. Et je pense que là, il faut sévir et il faut regarder en fait quel type de traitements sont possibles
Et lesquels doivent être interdits. Donc une V2 au RGPD et à ce qui va avec. Oui. Et du coup, on aurait de la chance de pouvoir remettre un petit peu d'énergie dans cette démocratie. Je me suis un peu arrêté sur une citation que vous avez repris de Jacques Ellul de 1954. Tout ce que la technique gagne, la démocratie le perd. Je trouve que voilà, ça a l'efficacité de Ellul, toujours. On comprend bien qu'effectivement, notamment quand la technique en plus est entre les mains de gens qui font de la politique, pour le coup, et ben du coup ils attaquent par le même biais la démocratie qui va avec. Et là c'est particulièrement signifiant par les temps qui courent. Entièrement d'accord. Merci beaucoup Hubert pour cette découverte de votre nouveau livre Les algorithmes contre la société. Donc vous retrouvez ce livre, on met les liens sur la fiche description de l'émission. On vous retrouve aussi sur le site et la newsletter de Dans les algorithmes, le média de l'assaut Vecteur que vous animez également. Et puis on peut vous croiser potentiellement sur la lettre d'information du Conseil national du numérique, je crois. Donc voilà tous les endroits où on peut vous retrouver. Merci beaucoup pour ce partage. Courez, allez vous procurer ce livre. C'est une mine sur tous ces sujets avec des centaines de références. Voilà, c'est le livre à lire sur ces sujets. N'hésitez pas. Merci Hubert. Merci Jean-Philippe. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est vital de manipuler les algorithmes. Courez acheter le livre d'Hubert et à bientôt. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Et puis, par exemple, vous pouvez aller regarder une émission comme Chemin de Traverse. C'est une émission qui a déjà plusieurs dizaines de numéros et qui marche très bien. À bientôt.